France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre à Strasbourg. Alors ouvrez bien vos poumons, nous allons parler de leur santé. Quelques 300 000 décès prématurés sont en effet imputables chaque année à la pollution atmosphérique dans l'Union européenne et les eurodéputés viennent d'adopter une directive sur la qualité de l'air à une très forte majorité. Alors son but consiste à renforcer les normes d'ici 2030 en vue d'atteindre l'objectif zéro pollution en 2050 sans toutefois s'aligner sur les recommandations beaucoup plus ambitieuses de l'Organisation mondiale de la santé. Alors ce texte durcit les seuils de pollution aux particules fines, au dioxyde d'azote ou encore au dioxyde de soufre. Les valeurs limites annuelles autorisées chaque année seront abaissées de plus de moitié en 2030. Une étape majeure pour certains, pas assez pour les écologistes qui dénoncent de trop nombreuses dérogations et un lobbying industriel intense. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous deux invités, Christophe Grudler, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, membre du groupe Renew Europe de la majorité présidentielle en France. Et puis vous êtes aujourd'hui en compagnie de Thierry Metz, bonjour, eurodéputée luxembourgeoise du groupe des Verts. D'ailleurs pour les Verts, on parlait des écologistes. Est-ce que c'est un petit pas en avant, mais un pas en avant tout de même ? C'est un pas en avant quand même considérable puisque les objectifs, le monitoring sont plus clairs, les possibilités qu'ont les citoyens et les citoyennes aussi de faire recours en cas de pollution, en cas de dommages ou de maladies causées par la pollution. Donc oui, c'est un pas en avant. Dommage qu'on ne se soit pas tenu à ce que propose l'Organisation mondiale de la santé qui a des objectifs plus ambitieux en la matière. Donc ça, c'est certainement un regret, mais c'est un pas en avant. Christophe Grudler, 300 000 morts chaque année avec des victimes de maladies chroniques à cause de cette pollution de l'air. Est-ce que les mesures de son texte sont-elles à la hauteur de l'urgence ? Oui, alors il fallait un accord. Donc le problème, c'est que si on est extrémiste dans un sens ou dans l'autre, on ne peut pas y arriver. Et là, l'avantage de ce texte, c'est qu'il met le curseur au milieu pour permettre d'avancer étape par étape. Et donc évidemment, c'est un rapport d'étape. Comme Mme Metz, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin, mais il faut une acceptabilité pour les gens, pour les entreprises, il faut une acceptabilité pour les États membres, parce que s'ils bloquent, il n'y a pas de texte du tout. Donc là, on a une clause de revoyure tous les 5 ans, à partir de 2028, et ça permettra de regarder en fonction de l'évolution des textes, si on peut continuer sur le même rythme, ou si au contraire, on peut peut-être accélérer en cas effectivement de succès avéré. Alors, Madame Metz, pour expliquer à nos téléspectateurs, effectivement, pour le dioxyde d'azote, comme pour les particules fines inférieures à 2,5 micromètres, les plus nocifs car elles peuvent pénétrer profondément dans nos poumons et dans notre sang, les valeurs limites annuelles autorisées ont été abaissées de plus de la moitié en 2030 par rapport à aujourd'hui. Et pourtant, c'est quand même encore en dessous des recommandations de l'OMS. Oui, c'est ça qu'on regrette, nous, effectivement, qu'on ne se soit pas tenu aux limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut aussi savoir que si la pollution de l'air est là, il y a plus de maladies, ce qui va engendrer des coûts aussi au niveau de la santé, ce qui va aussi empêcher les entreprises ou les compagnies ou les gens vont être absents à leur travail, etc. Donc ça a aussi des conséquences économiques de ne pas respecter ces niveaux ou de ne pas améliorer l'air au maximum, puisque ça cause, vous l'avez dit à l'introduction, ça cause des décès prématurés, mais ça peut même causer des morts directement, surtout aux populations vulnérables atteintes de maladies ou de maladies pulmonaires ou chroniques. Et surtout, c'est une conséquence surtout très dangereuse pour les populations vulnérables qui déjà ont des maladies ou qui vivent dans des circonstances socio-économiques plus difficiles.
sont les premiers qui subissent à nouveau les conséquences de la pollution de l'air. Donc c'est aussi une question de justice sociale d'améliorer la qualité de l'air. Et c'est pour ça, nous les écolos, c'est clair, on aurait souhaité qu'on se tienne aux standards plus élevés, même qui sont par l'Organisation mondiale de la santé. Mais néanmoins, c'est un pas vers l'avant, puisqu'il y a d'autres mesures qui ont été prévues dans ce texte qui vont... On va en parler plus tard. Christophe Grudler, comment expliquer que l'Union européenne, qui est d'habitude plutôt en pointe sur les objectifs écologiques, eh bien là, elle soit moins ambitieuse que l'Organisation mondiale de la santé ? Alors, elle est en pointe sur la trajectoire, j'allais dire. Et comme il vaut mieux passer déjà quelques étapes sur les marches de l'escalier, c'est pour ça que c'est très utile de le faire maintenant. Mais après, il faut bien voir l'acceptabilité par la population. Si on voulait être très ambitieux, c'est simple, hein, on arrête toutes les industries, on arrête de chauffer et de s'éclairer, les gens restent chez eux et ne se chauffent plus. Donc, en fait, l'étape telle qu'on l'a fixée permet peut-être de donner quelques dérogations. En Pologne, par exemple, où tout le monde se chauffe au charbon, et c'est clair qu'on ne peut pas demander aux gens, quand il fait moins 15, de plus chauffer. Quand même, Monsieur Grudler, les États pourront demander que l'échéance de 2030 soit repoussée à 2040 en cas de conditions spécifiques. En vrai, est-ce que ça ne fait pas un petit peu l'Europe de la qualité de l'air à la carte, en quelque sorte ? Alors non, parce que ce sont des dérogations temporaires. Et donc l'objectif restera toujours à atteindre. Et c'est une façon de faire accepter par le Conseil. Je vous rappelle qu'on est 2 co-législateurs. Effectivement, le Parlement était plus ambitieux. Et je soutenais cette mesure du Parlement. Mais à partir du moment où on a un blocage des États membres, il n'y aurait pas eu d'accord du tout. Donc mieux vaut un accord qui met sur la route, qui met sur le chemin, sans trop de brutalité non plus pour les gens, et puis petit à petit y arriver. Parce que il n'y a pas le choix. Alors on parle de 300 000 morts en Europe, mais je peux vous dire que voilà, moi je suis à la Commission des Affaires étrangères, je vais au Liban, en Égypte, je respire plus à Beyrouth, parce que tout le monde se chauffe avec s'éclaire avec des groupes électrogènes, et je ne respire plus au Caire. On doit mettre des masques la journée. Donc on n'en est heureusement pas à ces niveaux-là en Europe, mais on doit une nouvelle fois peut-être montrer l'exemple pour peut-être inspirer d'autres parties du monde. Alors vous le disiez, certains États membres ont fait baisser l'ambition de ce texte sur la pollution de l'air à la baisse. Thierry Mess, est-ce que ça peut paraître une mesure de bon sens, justement, ces dérogations pour reporter l'application de ce texte dans certains États? Christophe Grudler parlait de la Pologne, où il faudrait changer massivement tous les systèmes de chauffage qui sont au charbon. C'est clair et c'est prévu aussi ici dans la directive, c'est qu'il faut alors prévoir des plans spécifiques, comment on va améliorer la qualité de l'air dans les différents pays, dans les différentes régions de l'Europe. Donc, ce qu'elle demande aussi, cette directive, c'est un monitoring, donc une surveillance plus précise de la qualité de l'air. Et si on n'atteint pas les objectifs voulus, il faut soumettre un plan, comment on compte y parvenir. Et là, effectivement, il faut faire un échange aussi de bonnes pratiques. Il faut montrer l'exemple aussi et investir de façon conséquente aussi en vue de permettre cette meilleure qualité de l'air. Donc, c'est des choix politiques en fait à faire. Mais donc, ces dérogations de 10 ans, c'était une mesure de bon sens selon vous, ou... 10 ans, effectivement, c'est beaucoup. Mais néanmoins, il s'agissait de trouver un accord ici, afin d'avoir au moins ce qu'on a maintenant dans le texte et d'y parvenir. Il ne sert à rien de bloquer si on sait qu'on n'avancera pas au niveau du Conseil à ce moment-là. Oui, parce que certains textes du Pacte vert ont été carrément rejetés, donc c'est le rejet aussi menacé. Est-ce que ce texte, il n'est pas assez révolutionnaire aussi, au sens où il comprend un droit d'indemnité renforcé pour les citoyens dont la santé a été atteinte par des violations de la qualité de l'air, notamment dans les grandes villes où on est souvent bien au-delà des normes. Vous saluez cette mesure de justice en parlant de justice, justement? Oui, moi je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est la première fois maintenant que les citoyens peuvent saisir. C'est un peu la nouveauté du texte. Et c'est effectivement positif parce que ça va pousser chacun à réagir. Ce n'est pas juste de temps en temps la Cour de justice de l'Union européenne qui vient montrer du doigt un État, mais c'est un aspect concret qui vient des gens. Hein, c'est ça aussi le principe de l'Union européenne. C'est qu'il y a une justice qui est là pour protéger les gens contre une mauvaise interprétation du droit européen par leurs États. Et donc c'est effectivement quelque chose qui va dans le bon sens. Vous faites bien de souligner que la pollution, les 98% de pollution, c'est que des zones urbaines. Dès que vous avez des zones à faible population,
et souvent à faible activité économique, la pollution est évidemment moins importante. Des citoyens victimes de la pollution qui pourront s'organiser en action collective, en class action en anglais, hein, pour saisir la justice et forcer les pouvoirs publics justement à améliorer la qualité de l'air. Ça, c'est une mesure importante ? Ah oui, c'est très important de permettre cet accès à la justice et aussi qu'il y ait des conséquences très claires, qu'il y ait aussi des pénalités qui soient exprimées et que ce soit au niveau européen que cela se fasse. On a vu maintenant la situation en Suisse où les Seniors for Climate ont reçu un gain au niveau victoire au niveau de la justice, qui ont fait cette réclamation auprès de l'État suisse qu'ils ne faisaient pas assez pour atteindre nos objectifs climatiques. Ici, permettre l'accès à la justice, ça permet vraiment aux citoyens de se sentir aussi plus concernés et de savoir qu'il y aura des conséquences si on n'atteint pas ces objectifs, qui sont, comme je l'ai dit tantôt, pour le bien des citoyens et des citoyennes, surtout pour les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants ou qui ont déjà des maladies chroniques, mais c'est aussi pour le bien de l'économie. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Alors c'est vrai que quand même, si on regarde l'image un peu globale, le Parlement a déjà adopté une norme de pollution automobile Euro 7 qui au final ressemble beaucoup à Euro 6 et très peu contraignante, notamment sur les gaz des pots d'échappement. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Grudler, que c'est dû au lobbying intense des constructeurs automobiles ? Et notamment, on sait que les Allemands, ils ont déjà triché sur le calcul des normes, mais c'est quand même assez choquant, non ? Alors, Euro 7 était là pour... à l'arrivée, les normes Euro 7, c'est les freins et les pneus. Donc pour qu'il n'y ait plus de particules qui soient dégagées par les freins et par les pneus. On ne parle plus de pots d'échappement. Mais on ne parle plus de pots d'échappement pour une simple raison, c'est qu'on veut que la recherche et le développement de l'industrie automobile aillent sur l'électrique. Si on refait des normes Euro 7 en leur demandant de réfléchir maintenant à de nouveaux moteurs thermiques, de nouveaux pots d'échappement, ils vont investir inutilement de l'argent pour quelque chose qui est fini en 2035. Autant se focaliser sur les freins et sur les pneus et permettre une recherche-développement pour rendre les véhicules électriques plus performants, plus autonomes en 2035. Et vous faites bien de parler du global, parce qu'il y a Euro 7, mais il y a également AFIR, avec tous ces règlements de recharge électrique, de recharge hydrogène. Il y a également RED, les énergies renouvelables qu'on va développer pour avoir de l'électrification le plus possible également. Enfin, tout ça, c'est un ensemble de textes réglementaires qui vont aussi améliorer la qualité de l'air, qui sont des outils qu'on doit utiliser. Et donc, c'est extrêmement positif pour le Green Deal. Donc Euro 7 est un bon signal pour moi. Alors on peut avoir des différences avec Mme Mess parce que le groupe des Verts n'a pas voté Euro 7. Mais je pense quand même que ça va dans le bon sens et qu'on a le même objectif. C'est le plus important. Votre réaction ? Oui, je pense que c'est important quand on vote quelque chose que ce soit vraiment quand même que ça atteigne un minimum d'objectifs qu'on veut vraiment atteindre. Si tel n'est pas le cas, à un moment il faut dire maintenant on se fout un peu, c'est un peu du greenwashing quoi. Et ça il s'agit quand même d'éviter aussi. Politiquement, quand on observe cette dernière année au Parlement européen, on a l'impression que l'ambition initiale du pacte vert, là encore, a été un petit peu revue à la baisse, avec certains textes du pacte vert qui ont été détricotés, vidés de leur substance, parfois dans une alliance de vote entre la droite du PPE, l'extrême droite et même parfois les libéraux de Renew. C'est une nouvelle alliance électorale ? Non, alors je pense que déjà, vous avez une mauvaise vision des choses. On a voté 75 textes sur le Green Deal pendant ces 5 ans. Le Green Deal a été remis en cause chaque année. C'est-à-dire, quand il y a eu le Covid, quand il a fallu faire redémarrer l'économie, le plan de relance, au début, on voulait refaire les industries comme exactement avant. Après, on s'est dit non, c'est plus malin, on va tout de suite les adapter au Green Deal. Et c'est notamment les textes sur les technologies propres NZIA qui a permis d'avancer là-dessus. Après, il y a eu la crise de l'énergie. Eh bien oui, en urgence, il a fallu remplir des stocks de gaz naturel. On n'avait pas le choix. Mais le Green Deal et l'objectif des renouvelables et de l'énergie décarbonée, dont le nucléaire, étaient également là. Donc en fait, on n'a pas du tout remis en cause l'objectif. Il y a juste eu un vent de fronde qui a commencé à monter au Parlement, mais qu'on a réussi à juguler grâce à une majorité assez large qui a pu empêcher ça. Emmanuel Macron avait parlé de pause environnementale, et là, la droite et l'extrême droite ont applaudi les deux. Non, c'est pas une pause environnementale, c'est une pause dans les nouveaux textes. C'est-à-dire que maintenant qu'on a ces 75 textes,
il faut qu'on puisse les implémenter, enfin, qu'on puisse les mettre en œuvre. Et on a 5 ans pour le faire. Thierry Metz, il y a une offensive, vous dites, contre le pacte vert de la droite en général De la droite des conservateurs, très clairement, et même Mme von der Leyen. Je pense que la stratégie des conservateurs est surtout de rallier les potentiels électeurs et électrices de l'extrême droite, de reprendre un peu leur narratif qui est de faire du green bashing et alors de reprendre ce narratif-là pour chercher un bouc émissaire. Les industriels, est-ce que vous les avez vus dans cet hémicycle? Est-ce que vous avez l'impression que les constructeurs automobiles sont très présents pour imposer le moins de normes possible, le fameux tsunami de normes dont ils ne veulent pas? Je pense, si on parle de voitures électriques, là, je pense que les industriels, entre-temps, la plupart sont de notre côté. Hein. Donc là, c'est très clair que le CEO de Audi a très clairement dit ne retournez pas en arrière maintenant. Hein. Voilà, de ne plus mettre... Il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit, c'est à partir de 2035 de ne pas mettre sur le marché de nouvelles voitures avec des moteurs à combustion. Mais ceux qui en ont, elles peuvent encore rouler jusqu'à, moi je ne sais pas combien si on en achète une en 2034, je ne sais pas, elles rouleront encore 15 ans, je suppose. Donc il ne s'agit pas d'interdiction, mais il s'agit justement, et vous l'avez dit au début de l'émission, il s'agit d'une question d'atteindre nos objectifs climatiques. Christophe Gudler, on est aussi en campagne électorale, en campagne des élections européennes. Est-ce que votre camp, pour faire face à la montée de l'extrême droite, notamment en France, va mettre de côté l'écologie pour parler davantage d'immigration, de sécurité? Maintenant, on va encore plus assumer nos choix. Je pense que face aux extrêmes, le pire, c'est d'avoir peur d'assumer ce qu'on est et ce qu'on fait. Puis à un moment, les combats, il faut les porter. Donc le Green Deal, on l'a porté depuis le début. Le Green Deal, c'est pour nos enfants, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on a fait toute une mutation industrielle, notamment. Et donc la suite, pour moi, c'est le pacte industriel qui va être dans une logique du Green Deal, mais qui va permettre de faire muter notre industrie vers quelque chose de complètement décarboné et d'utile également pour les emplois futurs que nous aurons en Europe. Et ce sera la meilleure réponse à ces extrémistes qui veulent tout casser, la belle œuvre qu'on a construite ensemble. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, bien sûr. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis et qu'il reste sur nos antennes. L'information continue.